bonjour tout le monde. C'est bon, j'ai l'attention de tout le monde là? Ok. Alors je m'appelle Joanne Granger, je suis diététicienne nutritionniste. Je suis en libéral à Saint-Paul et à La Possession, où je reçois du coup les patients au cabinet. Ma spécialité, c'est l'accompagnement au changement durable. Donc c'est dans la pratique, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place, c'est quoi ma motivation, ma gestion du stress, de mes émotions, de mon quotidien, mes goûts, mes croyances, etc. etc. Et comment est-ce qu'on accompagne la personne du coup à créer une alimentation qui est épanouissante pour elle et qui soit maintenable dans le temps. Parce qu'on a bien conscience que quand on vous donne toutes les recommandations, c'est beaucoup d'informations. Souvent c'est très éloigné de vos pratiques. Ou alors c'est très contraignant à mettre en place. Et du coup, si on vous donne tout ça et qu'on ne vous accompagne pas à le mettre en place, c'est compliqué. Je suis très contente d'être là parce que quand j'entends les échanges qu'il y a, c'est hyper intéressant, notamment au niveau de la pratique et de l'agriculture. Donc moi, je maîtrise pas du tout ce qui est plantes, herbages, etc. Mais j'espère pouvoir, alors peut-être pas aujourd'hui, mais par la suite échanger avec les différentes personnes pour pouvoir enrichir ma pratique et mieux conseiller les personnes que j'accompagne. Notamment, tout à l'heure, vous parliez de tout ce qui est légumes de la terre avec les pesticides. C'est des données que je pouvais imaginer mais que je n'avais pas concrètement, donc c'est intéressant lorsqu'on recommande aux personnes de revenir à une alimentation plus locale, de pouvoir aussi leur donner les différents enjeux en fait. L'objectif étant toujours de créer un espace de choix et de liberté pour que les personnes puissent prendre ce qui leur convient le mieux. Ce que disait Marjorie tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même beaucoup de professionnels autour de la prise en charge de l'endométriose et dans d'autres pathologies aussi, et ce qui fonctionne pour Madame Intel ne fonctionnera pas forcément pour Madame B par exemple. Et donc ça va être important de faire son suivi régulièrement avec les professionnels qui accompagnent pour pouvoir évaluer, réévaluer ce qui fonctionne pour soi et créer un petit peu sa recette de l'équilibre alimentaire, médicamenteux, plantes, bien-être, gestion du stress, etc. qui fonctionne pour soi. Voilà. Alors pour la partie alimentation, là je vous ai remis, tu peux y aller. Je vous ai remis en fait une petite affiche que j'ai trouvée sur internet qui donne vraiment les grandes lignes que nous on va détailler un peu ensemble après. L'idée étant, encore une fois, ce ne sont que des conseils, d'accord, qui fonctionnent dans le cadre de l'endométriose, mais de les mettre en place pas à pas pour chacune des personnes. Donc on a ce qui est à limiter, je vous apprends rien, les produits ultra transformés, donc tout ce qui est industriel, tout ce qui est fabriqué en industrie et qui est emballé. On a les graisses, donc ça on va en parler, les graisses saturées, les graisses transformées, donc on va dire plutôt les mauvaises graisses qui sont à éviter. Le gluten, alors ça aussi on en parlera après, pourquoi est-ce que c'est intéressant de le mettre de côté, parce que ça crée de la perméabilité intestinale, comme disait Marjorie tout à l'heure, en fait ça rend votre intestin poreux et donc ça augmente le risque de laisser des substances passer qui ne devraient pas y passer et ça génère de l'inflammation. On a également du coup les produits à index glycémique. Alors si j'utilise des mots qui sont barbares, il ne faut pas hésiter à m'interrompre. L'index glycémique, c'est juste pour dire, c'est le pouvoir en fait qu'a un aliment à élever votre glycémie, donc votre taux de sucre. Quand je mange un aliment, si jamais ma glycémie augmente fortement après, donc si mon taux de sucre monte après, l'index glycémique est élevé. Si à l'inverse, je mange un autre aliment comme par exemple un légume qui est très riche en fibres, si je mange un légume, après mon repas, normalement ma glycémie n'est pas censée monter de manière significative. Voilà. Donc on verra qu'est-ce qui permet aussi d'agir là-dessus. Ce qui sera à l'inverse à privilégier, ça va être plutôt les bonnes graisses, donc c'est-à-dire les graisses, les huiles qui vont être riches en oméga 3 par exemple. Donc l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de noix. On parlera aussi de tout ce qui est noix et des poissons gras. Les légumes et les fruits, voilà, donc à privilégier aussi pour plusieurs raisons qu'on verra après. Les épices, les herbes, les aromates, les plantes aussi qui doivent être dans cette partie-là, que moi je maîtrise beaucoup moins bien, mais du coup que vous verrez par les échanges par la suite. Et les grains, donc tout ce qui est lentilles, haricots rouges, haricots noirs, haricots blancs, les grains d'ici aussi, et puis les boissons antioxydantes. Voilà. Tu peux passer. Alors, l'étape 1 dans l'alimentation anti-endométriose, ça va être de mettre en place un régime protecteur. Et donc souvent, on s'attend à ce qu'on commence par ce qu'on va mettre dans l'assiette, et non, en fait, on commence déjà par les ustensiles qu'on utilise. Donc ce que disait déjà tout à l'heure Marjorie sur tout ce qui est perturbateur endocrinien. Donc pour limiter son exposition aux perturbateurs endocriniens, on va souvent encourager les patientes à changer du coup leurs ustensiles. Donc c'est-à-dire privilégier le verre, l'inox, la fonte, la céramique. Voilà, donc éviter tout ce qui est plastique, aluminium, etc., etc. Voilà. On privilégiera le bio ou en tout cas dans la mesure du possible le raisonné, puisqu'on en a parlé aussi tout à l'heure largement sur l'impact des traitements
du coup sur les perturbateurs endocriniens. Ensuite, du coup, on essaiera de limiter le plus possible les graisses animales, puisque les perturbateurs endocriniens restent coincés dans les graisses animales, donc c'est-à-dire charcuterie, produits laitiers et gras laitiers, donc beurre et crème. Les viandes grasses, et puis aussi les gros poissons gras, donc on disait tout à l'heure requin, thon, espadon, marlin, mais aussi anguilles et carpes pour les poissons d'eau douce. Voilà. Et puis là je vous ai mis quelqu'un qui cuisine, donc on privilégiera en fait le fait maison, puisqu'au moins on sait ce qu'il y a dans notre assiette. On maîtrise également du coup la quantité de sucre, la quantité de graisse, la quantité de sel qu'on met à l'intérieur, et tout ça a aussi un impact sur l'inflammation et du coup directement sur l'endométriose. Voilà. Une question. Oui. Du coup, les poissons de récif, comme les poissons perroquets, Il n'y a pas de... Oui. Ouais. Les poissons de récif. Oui, les petits poissons, il n'y a pas de problème avec les poissons. Quand c'est petit, c'est bon. Le problème, c'est quand ils sont de plus en plus grands et gros. Alors là, on met l'accent spécifiquement sur les poissons gras, puisqu'on a vu que ce sont dans les graisses que se logent en fait les perturbateurs endocriniens. Tout ce qui est petits poissons, effectivement, il n'y a pas de problème. Et petits poissons gras, notamment, tout ce qui va être sardines, harengs, maquereaux. Ça, vous pouvez aussi les consommer. Alors, je sais, vous allez me dire, oui, mais c'est dans des boîtes de conserve et c'est du métal. Oui, alors à un moment donné, il faut aussi qu'on trouve le bon compromis, en fait, bien peser la balance bénéfice-risque. En fait, on a plus finalement de risques à se priver de ces petits poissons qui apportent du coup du bon gras qui est anti-inflammatoire, plutôt que de se dire, c'est dans une boîte en aluminium, du coup, je ne le consomme pas, alors que le corps, il en a besoin pour bien fonctionner. Donc encore une fois, on est dans finalement peser le pour et le contre, et par rapport à ma santé, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui sera le plus avantageux pour moi. Le bon gras, vous allez l'avoir, comme on l'a dit, donc dans les huiles, qui vont être riches en oméga 3. Encore une fois, l'idée, c'est pas de dire qu'il faut jamais en manger. D'accord ? On peut en manger de manière, sans parler d'endométriose, on va le voir après, finalement les recommandations qu'on donne ressemblent beaucoup aussi aux recommandations de santé. La viande de manière générale, c'est pas quelque chose qu'on va consommer, on n'est pas censé consommer en grande quantité. Donc oui, le canard, on peut en manger de temps en temps. Dans le cadre de l'endométriose, effectivement, on fera vraiment attention à consommer le moins de viande rouge possible. Moi, je dirais que ça, c'est de l'ordre de l'expérience personnelle. C'est-à-dire que si vous vous observez que durant cette phase, quand vous enlevez la viande, ça vous permet de mieux vivre vos règles après et d'être mieux dans votre corps, c'est OK. Ça va être vraiment au cas par cas, effectivement. Il y a des personnes qui observent que les premiers symptômes, les premières douleurs, finalement, apparaissent dès l'ovulation, par exemple. Et dans ce cas-là, on va adapter l'alimentation assez tôt dans le cycle pour pouvoir justement avoir un peu plus de confort, mais ça va dépendre de chacune. Sur cette slide, on va parler justement de favoriser un meilleur climat hormonal. Donc c'est ce qu'expliquait tout à l'heure Marjorie sur les œstrogènes. Donc on va vraiment limiter l'alcool, le café et le pamplemousse, qui vont en fait favoriser du coup la sécrétion d'œstrogènes. Et on va plutôt privilégier donc tout ce qui va être aliments qui contiennent des fibres, donc les fruits, les légumes, les grains, les noix, les amandes, les féculents du coup qui vont être riches en fibres. Au quotidien aussi, ce qu'on va recommander, donc ça va être la consommation du coup d'épices telles que le curcuma, mais aussi le romarin et l'association en fait d'huile de colza et de moutarde qui vont permettre un petit peu la détox hépatique par rapport aux œstrogènes. Voilà, donc ça c'est des petites astuces. Oui. Par contre, il semblerait que l'huile de colza puisse être irritant pour l'intestin. Alors moi, j'ai pas du tout cette information. J'ai plutôt l'information qu'elle est très bonne pour le microbiote et qu'elle permet justement de diminuer l'inflammation. Donc du coup, alors encore une fois, dans des doses qui sont adaptées, donc ça peut tout à fait être 2 cuillères à soupe par jour. Et puis aussi à varier avec d'autres huiles comme l'huile de lin, l'huile de cameline, l'huile de chanvre, l'huile de noix, etc., etc. Alors là, on va vraiment préconiser effectivement une huile de colza qui sera bio, en bouteille en verre, à utiliser du coup crue de préférence, limitée en cuisson, mais ça de toute façon c'est pour tout le monde. Et voilà, ouais. On aura une attention particulière. C'est vrai que quand nous on conseille des patientes là-dessus, on leur dit vraiment l'huile de colza en bouteille en verre, bio, pour qu'ils puissent avoir l'impact sur la santé, effectivement. En fait, il y a de quoi au quotidien faire une petite sauce salade à garder au frigo et à réutiliser. Tout à fait, tout à fait. Là, le message, c'est vraiment de dire, en fait, les gens qui disent oui, on évite les graisses, attention entre bonne graisse et moins bonne graisse. Et là, la vinaigrette, c'est un atout santé. Enfin, moi, je le dis en tout cas, un atout santé. Et donc, oui, avec des bons produits et à conserver et à se servir à chaque repas idéalement. Alors, la troisième étape, du coup, donc une fois qu'on a revu ces ustensiles, une fois qu'on a
pris conscience qu'on pouvait agir du coup sur un meilleur climat hormonal, c'est de mettre en place du coup les bases du régime anti-inflammatoire. Alors on en parle ici parce que le régime anti-inflammatoire, quand vous allez chercher sur internet, vous allez trouver énormément d'informations. Ça veut tout et rien dire, mais l'alimentation anti-endométriose se base quand même sur certains principes de cette alimentation, donc on va voir ensemble. La base de ça, ça va être effectivement déjà de rééquilibrer l'apport entre les bonnes graisses et les mauvaises graisses. Donc du coup, ça va être de limiter le gras animal et le gras laitier. Donc ça, on l'a déjà dit pour les raisons de tout à l'heure, mais aussi pour le côté alimentation anti-inflammatoire. Donc en fait, c'est des informations qui sont redondantes, hein, qui reviennent dans chacun des volets en fait. Donc de limiter notamment aussi tout ce qui contient de l'huile de palme, voilà. Donc ça, vous allez le voir, hein. Donc tout à l'heure je vous disais d'éviter le plus possible les aliments qui sont ultra transformés. Dans les aliments ultra transformés, vous retrouvez de l'huile de palme. Donc encore une fois, là c'est un conseil qui se répète, hein. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça? En ayant une alimentation équilibrée et en remplaçant par exemple le beurre par de l'huile ou de la crème de coco dans les gâteaux. Ou alors là j'ai mis l'exemple des gâteaux, mais dans les préparations de manière générale, hein. Remplacer par exemple la crème fraîche par de la crème de riz ou d'autres crèmes que vous pouvez trouver aussi au rayon bio. Oui. Est-ce que la margarine, ce serait recommandé avec du beurre? Eh ben non, justement. Donc ça fait une très bonne transition. On passe à la deuxième ligne. Donc limiter les graisses qui vont être transformées. En fait, la margarine, c'est de l'huile qui est hydrogénée. Donc du coup, cette hydrogénation de l'huile, elle va créer des acides gras transformés. Et les acides gras transformés sont très inflammatoires. Donc du coup, non, pour personne, hein, c'est une bonne alternative de faire ça. Oui. Le ghee, Le quoi? c'est du beurre. Ah, le beurre clarifié? Non. Pareil, moi je dirais que non, hein. Je sais pas toi. Acide gras saturé, ouais. Acide gras saturé, voilà, donc non. Et acide gras transformé également. Donc pour limiter les graisses transformées, on les trouve dans la margarine, on les trouve dans les gâteaux industriels encore une fois, donc les produits industriels de manière plus générale. Les fritures aussi, hein, quand on va faire des samoussas, des beignets, des bonbons piments, etc. On fabrique des acides gras transformés. Et puis aussi naturellement présents dans le gras laitier. Donc ça, c'est ce qu'on va limiter pour limiter l'inflammation. On va limiter donc aussi les produits. Alors pourquoi je remets les produits industriels encore une fois? C'est parce que là, cette fois, on fera attention à tout ce qui est sucre et tout ce qui est produits raffinés. Parce que ça a un impact du coup sur l'index glycémique, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc si jamais ça fait monter le taux de sucre très haut après l'ingestion, et ben du coup c'est plutôt inflammatoire. Donc on fera aussi attention à ça. Et donc pour rétablir du coup un bon équilibre, qu'est-ce qu'on fera? On favorisera une alimentation qui est riche en fibres. Alors les fibres, il faut les imaginer un petit peu comme des filets de pêche qui, lorsqu'on les consomme au sein d'un repas, vont permettre de ralentir l'absorption des graisses et du sucre. Oui. Ouais. Vous avez dit là pour les samoussas, les petits bonbons piments et tout, les compagnies. Est-ce que c'est valable aussi pour les McDo, le Big Burger et tout ça? Produits industriels. Voilà, là c'est ça, j'en parle même pas parce que c'est... Non, mais il y en a beaucoup qui savent, vous n'en parlez pas, mais il y en a beaucoup qui ne savent pas. Et les McDo sont remplis, les Big Burgers sont remplis quand on Bien sûr. Donc tout ce qui est industriel, encore une fois, hein, c'est non. Enfin, c'est vraiment à mettre de côté. Alors oui, donc les fibres, comme un petit filet de pêche qui vont ralentir l'absorption des graisses et du sucre, et donc faire en sorte d'avoir un index, une charge glycémique qui sera plus basse, donc avoir moins d'inflammation au niveau de l'ingestion du repas, et aussi de permettre de favoriser aussi un meilleur climat hormonal. En fait, ça va agir vraiment sur l'inflammation. Donc c'est important d'avoir des fibres à chacun de vos repas. Et je vous remontrerai la petite slide sur c'est quoi les fibres après. On favorise les légumes et les fruits colorés, donc le thé vert, les épices, donc ça c'est pour tout ce qui est antioxydants. Et aussi, donc au niveau des cuissons, donc tout à l'heure on parlait des fritures, mais il y a des cuissons en fait qui vont permettre de maintenir les bienfaits des produits que vous consommez, hein, et notamment les cuissons à température plutôt douce, donc à l'étouffer, éventuellement à la vapeur, à feu doux de manière générale, au four aussi, avec une température plus basse. Oui. Est-ce que par exemple, vous parliez des huiles végétales, par exemple on fait cuire des légumes à la fois avec de l'huile de coco, ça va être bénéfique ou non? Parce que c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose qui fait remettre les légumes à la poêle, qu'à l'eau il y a moins de goût des fois, donc ça peut poser des questions ici. Alors, ça c'est une très bonne question sur les techniques de cuisson.
Donc, ça va être, comme on peut plus préconiser les poêles anti-adhésives, ça va être du coup vraiment de maîtriser la température de cuisson que vous allez utiliser. D'accord ? Effectivement, plus c'est fort, plus le feu est fort, plus ça va accrocher. Donc, vous aurez besoin effectivement de mettre un peu d'huile. Donc, moi, ce que je vais dire, c'est plutôt de... quand on commence la cuisson, donc à l'étouffer, par exemple, le légume, il est déjà un peu plus cuit. Donc après, le faire revenir avec des épices et un petit peu d'huile, c'est pour donner du goût, d'accord ? Et l'huile, moi, ce que je préconise, c'est de la mettre en fin de cuisson. Ouais. Donc ça va être de la mettre en fin de cuisson pour qu'elle évite de chauffer et qu'elle perde, en fait, ses qualités, en fait. Après, ça peut être aussi avoir des cuissons au four à 150 degrés, donc cuire très longtemps pour que le produit garde aussi ses bienfaits. Mais ça va être effectivement d'éviter d'avoir des cuissons où on saisit l'aliment, qui du coup, si on le saisit et qu'après on le fait mijoter, alors là oui, c'est sûr qu'on a perdu quand même pas mal de bienfaits. Oui. Alors dans les ustensiles, vous n'avez pas cité les poêles en céramique Si. Oui, on a parlé du céramique, oui. Et pour nos tisanes, il nous faut de l'émaillé. Oui. C'est ok. C'est ok. C'est le revêtement qu'il y a dessus en fait, mais du coup oui. Oui. Là je vous mets en fait la fiche du PNNS 4, donc c'est le Programme National Nutrition Santé, qui est à destination du grand public en fait. Donc pour que vous puissiez voir que finalement dans les recommandations qu'on donne en termes d'alimentation, donc de ce qu'il y a dans l'assiette, ça ressemble quand même beaucoup à ce qui est préconisé pour le grand public. Donc à savoir augmenter les fibres avec les fruits et les légumes, les grains, les fruits à coque, augmenter le fait maison, on parle aussi d'activité physique, aller vers du coup les féculents qui vont plutôt être complets, les petits poissons gras et maigres en alternance, l'huile de colza, de noix et d'olive, donc on voyait bien que c'est une bouteille en verre qui est dessinée dessus. Une consommation du coup de produits laitiers, donc là on parle de produits laitiers en consommation donc suffisante mais limitée. Donc en fait on reconnaît là ici que la consommation excessive de produits laitiers, ce qui était recommandé avant, était beaucoup trop importante. Donc là c'est diminué et je vous verrai après comment est-ce qu'on peut faire en sorte de les mettre de côté, les produits laitiers, dans le cadre de l'endométriose. Oui. Les recommandations, elles ont diminué effectivement. Mais est-ce qu'on parle aussi de produits laitiers bio dans ce cas-là? Parce que les produits laitiers, la vache, elle mange beaucoup de granules pesticidés. Alors le bio, il est mis juste en bas, là, effectivement. Donc ils n'ont pas mis bio à chaque fois. Ils l'ont remis en bas en disant de manière globale, on essaie vraiment d'aller dans le bio. Alors ce qui est compliqué quand on parle de bio, c'est que si on en fait une norme, c'est un peu comme si on excluait quand même beaucoup de personnes qui ne peuvent pas y avoir accès. Alors, pas seulement pour des problèmes financiers, mais aussi parce qu'il faudrait déjà revoir toute l'alimentation de la personne pour pouvoir lui donner la possibilité d'y avoir accès. Il y a souvent des patients qui viennent nous voir et qui nous disent « Mais moi, je ne peux pas acheter du bio parce que c'est beaucoup trop cher. » Et en fait, oui, si on prend l'alimentation de la personne en l'état, dans la façon dont elle mange aujourd'hui, et que tous les produits qu'elle consomme, elle doit les remplacer par des produits bio, ça a un surcoût. Alors qu'en réalité, il faut revoir en fait la dynamique alimentaire, revoir les modes de consommation et réadapter à la personne, et finalement se rendre compte que si je diminue un peu la viande, je peux acheter plus de légumes bio, etc. Donc c'est plus global que ça. Oui. Mais la norme, ça serait pas déjà du bio à l'état normal? On va dire que le créole, il a changé depuis la départementalisation. Donc dans la nature de la famille créole, on sait déjà comment normalement manger. Même pour la viande, c'était la viande du dimanche, c'était pas la viande de la semaine. Oui. Donc peut-être aussi ça serait un apport de comprendre comment le créole vivait avant pour apprendre ses accompagnements. Oui. Donc peut-être que là, quand on parle de l'endométriose qui augmente aujourd'hui, il faudrait peut-être voir les chiffres et les dates de la départementalisation et comprendre ce qui s'est passé. Alors c'est très intéressant parce que là on parle aussi du coup de tout ce qui est culturel, tradition, etc. Mais alors la réalité que moi je rencontre quand j'accompagne des personnes, c'est que les facteurs finalement qui sont autour de la prise en charge, il y en a bien plus que ça. Il y a aussi les croyances que l'on a, il y a aussi du coup les freins psychologiques et en fait l'idée c'est de déterminer avec la personne quels sont ses freins et de voir effectivement où est-ce qu'on peut l'accrocher, et si la culture et la tradition c'est quelque chose sur lequel on peut l'accrocher, effectivement on véhicule beaucoup de messages en disant, moi je leur dis souvent effectivement avant la viande c'était le week-end, c'était le repas traditionnel en famille, et si ça fonctionne comme message et que ça permet à la personne de changer ses comportements alimentaires, c'est top, mais malheureusement c'est pas toujours le cas. Mais ça a été plutôt l'inverse dans ce cas. C'est-à-dire qu'on a modifié le mode de vie et aujourd'hui on vient nous dire qu'il fallait peut-être garder le même mode de vie. Oui. Ça a été perdu.
Ouais. Et après, c'est avec l'industrialisation, la mondialisation, oui, tout ça, c'est beaucoup plus global. Les produits laitiers sont arrivés dans les années 60-70 à La Réunion. On ne consommait pas de produits laitiers comme on consomme aujourd'hui, ni fromage, etc., etc. Oui. Donc on a vu arriver les produits laitiers, les yaourts et tout, la silame. Tout à fait. Alors, et depuis là, la courbe est partie. encore une fois, les recommandations qu'on vous propose aujourd'hui, c'est des recommandations qui sont au niveau plutôt national, voire mondial. Hein. Donc du coup, on n'a pas encore de document propre à l'adaptation de La Réunion, d'où l'importance du suivi avec les professionnels pour pouvoir adapter à ce qu'on a ici et ce qu'on fait ici. Est-ce que ce n'est pas des recommandations pour maintenir une économie de certains secteurs d'activité bien comme qu'il faut? Il y a aussi de ça, oui. Oui. Il y a surtout de ça. Moi, je suis de l'année dont il vient de parler François. Quand j'étais dans ma famille, je suis née en 64, moi, hein, donc j'ai connu à l'école primaire, quand je suis arrivée à l'école, ça a été, on nous a distribué du lait, de la silame et des yaourts de la silame tous les jours. Et à partir de ce moment-là, moi, j'ai commencé à être très malade. J'ai eu des végétations, j'avais des rhinites, j'avais des rhumes, j'avais des grippes, j'avais tout à outrance. Il a fallu m'opérer et ça a continué pendant longtemps. Et après, ça a été plus loin encore. Terrain allergique qui s'est réveillé bien comme il faut. Je me suis guérie en changeant complètement d'alimentation. Quand vous dites qu'il faut arriver à changer, c'est radical. Parce qu'à un moment donné, on ne peut plus rien faire. Ayant connu un eczéma et un psoriasis et un urticaire pendant 2-3 ans, j'ai visité je ne sais combien de médecins. Il y en a un qui m'avait dit, voilà, prenez la liste, regardez ce que vous ne pouvez pas manger. Je regarde la liste, je lui dis, mais je fais déjà tout ça, docteur. Ben, je vous donne une autre liste. Je dis, je fais déjà tout ça, docteur. Et alors il me dit, de toute façon, ce que vous avez n'est pas grave. Oui, sauf que c'est moi qui vivais avec l'urticaire tous les jours. Dès que je mangeais quelque chose, j'avais une crise d'urticaire sur le bras, sur tous les membres et sur tout le corps. À un moment donné, c'est monté même jusque là au niveau de la gorge. Et là, j'ai eu très peur. Je me suis dit, là, s'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la gorge et je fais une inflammation au niveau des ganglions ici, qu'est-ce que je deviens? Et c'est vraiment en changeant d'alimentation, en mangeant du cru pendant 5 mois. Pendant 5 mois, je n'ai mangé que des légumes. J'ai même pas pris d'huile, aucune huile. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu guérir. En prenant des compléments alimentaires et en prenant un produit miracle. Et j'incite tous les agriculteurs que je connais au jour d'aujourd'hui à le faire, à planter du céleri, parce que c'est une plante qui va permettre de détoxifier l'organisme. On revient à l'endométriose. Quand il y a tous ces pesticides, tous ces produits chimiques qui sont entrés dans le corps, comment on fait pour s'en débarrasser? Parce que le fait de changer l'alimentation ne suffira pas. Il faudra bien soigner en profondeur tous les organes qui ont été atteints. Et je ne sais pas si au niveau de la recherche médicale actuelle, ils arrivent déjà à travailler là-dessus. Après, comme vous disiez aussi, il n'y aura pas que l'alimentation. Sur la brochure de Marjorie, on parle aussi de la brochure de l'ARS que nous a présentée Marjorie. Il y a aussi tout ce qui est environnement, maison, cosmétiques, parfums, etc., etc. Et donc oui, c'est beaucoup plus global et beaucoup plus complexe. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce que vous expliquez, c'est que finalement, on voit bien qu'on met en place des changements radicaux que lorsqu'on finalement on n'a plus le choix et que ça ne fonctionne plus. Et dans l'endométriose, on a quand même des personnes qui ont des formes d'endométriose plutôt silencieuses, avec pas forcément de douleur, et qui ne voient pas toujours l'intérêt de changer. Donc il y a ça aussi. Et donc effectivement, on voit bien encore une fois que c'est du cas par cas, et que ce qui fonctionne pour quelqu'un ne fonctionne pas forcément pour l'autre personne. Donc attention aussi à ne pas, quand vous faites vos recherches, à ne pas prendre en fait... attends, je vais t'aider. À ne pas prendre tout ce qui est à se dire ah bah j'ai vu ça, ça y est, c'est la solution miracle qui va me sauver. Non, ça a peut-être marché pour quelqu'un. Le cas de... Oui. Oui. Non, bien sûr, dans votre cas, vous, mais là, je parle de l'endométriose. Ce que Vania vient de dire là, je l'ai vécu pareil pour une rhinite allergique. À 3h du matin, je me réveillais toujours, nez qui coule, yeux qui piquent et éternuement. Arrêtez tout ce qui était cité là. Je peux vous dire qu'aujourd'hui je vis et c'est le changement radical de l'alimentation qui m'a fait que. C'est difficile parce que même pas comprise pour la famille lorsqu'on est dans une telle situation pour un changement radical de l'alimentation. On va continuer. Alors finalement, du coup, quand on reprend un petit peu les trois volets précédents, hein, et qu'on met tout ça dans une alimentation, donc quand on met ensemble l'alimentation anti-inflammatoire, celle où on fait attention à nos ustensiles et celle où on favorise un meilleur climat hormonal, et ben du coup ça nous donne l'alimentation anti-endométriose qui est quand même à forte dominante végétale, donc avec 80% de végétaux, biologique dans la mesure du possible. Donc avec des antioxydants, donc beaucoup de fruits et légumes colorés, des baies, des épices,
On parle aussi du coup d'aliments crucifères, hein, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure avec la moutarde et l'huile de colza notamment. Donc de limiter la charcuterie. Donc tout ce qui est à garder et à maintenir, c'est le bio, les grains, les légumes et les fruits, le curcuma, la moutarde et les bonnes huiles, les petits poissons gras, les féculents du coup plutôt complets et riches en fibres, les boissons antioxydantes donc comme le thé vert par exemple, les fruits, les légumes on en parle, les noix, l'huile d'olive je l'ai remise aussi parce qu'elle est riche en oméga 9, et puis tout ce qui va être à limiter, encore une fois, donc tous les produits industriels, l'alcool, les graisses animales, les gros poissons, les produits laitiers, et on parle également d'une éviction possible du gluten et des produits laitiers. Avant de passer à l'éviction du gluten et des produits laitiers, je voulais faire un petit point quand même sur finalement les quantités. Parce qu'on parle un petit peu de ce qu'il faut favoriser, mais une assiette équilibrée, ça ressemblerait à quoi? Alors je sais que vous connaissez probablement bien l'assiette où on vous dit la moitié des légumes et des fruits, un quart de féculents et dans le reste on met l'aliment protéique. Moi je préfère plutôt cette version-là où en fait on met tout dans l'assiette et on se dit que l'apport en féculents en fait pourra parfois aussi être le même que celui des légumes en fait, hein, tout simplement. Pourquoi? Parce que dans les féculents aujourd'hui on parle aussi de tout ce qui va être grain, et donc si je mets mon riz et mon grain sur un quart de l'assiette lors d'un repas de famille, ça fait un peu pitié je trouve, donc voilà. Donc on peut mettre riz-grain dans un tiers de l'assiette, mettre dans l'autre tiers les légumes, hein, avec le rougail aussi, et puis finalement la partie qui sera la plus petite, ça sera toujours la viande ou le poisson ou les œufs, hein. C'est là-dessus où on est d'accord, c'est que ça représentera la pomme de la main, voilà. L'eau et puis après bien sûr les fruits qui sont en dehors de l'assiette. Alors, et finalement mettre en place un régime sans gluten ou pauvre en gluten. Je l'ai dit tout à l'heure mais je le répète rapidement ici. Pourquoi mettre de côté le gluten? Parce que dans la clinique en fait il a été observé que ça améliorait significativement les symptômes des patientes au niveau du confort, que ce soit en dehors des règles ou pendant les règles. Et aussi parce qu'on sait que le gluten favorise un intestin poreux, et du coup pour pouvoir aider à réparer l'intestin, et ben du coup faire un petit test pendant 1, 2, 3 mois de pauvre en gluten voire sans gluten, c'est complètement adapté. Et on réévalue bien sûr pour voir comment ça se passe pour soi. Il n'y a pas de risque sur le plan santé à mettre en place ce type d'alimentation. Le risque, il est plutôt au niveau social et psychologique, hein, c'est-à-dire que quand on est invité et qu'on doit se dire finalement, moi je mange pas ci, je mange pas ça, etc., ça peut être compliqué à gérer. Mais encore une fois, se faire accompagner et réévaluer comment ça se passe pour nous, c'est ça qui permettra de maintenir si on en a besoin ou pas. Alors comment ça se passe concrètement? On peut déjà commencer par réduire sa consommation, donc c'est-à-dire on met de côté tous les aliments ultra transformés industriels, encore une fois, et on privilégiera les farines qui sont pauvres en gluten. Les farines pauvres en gluten, c'est le seigle et le petit épeautre. Et puis voilà, là je parlais d'une alimentation plutôt locale avec la base riz-grain, où il n'y a pas de gluten dans le riz, il n'y a pas de gluten dans les grains. Privilégier le pain au levain aussi. Il n'y a pas beaucoup de boulangerie qui fait du pain au levain naturel. Si vous savez le faire vous-même, c'est encore mieux, parce que du coup le levain va permettre de diminuer la quantité de gluten qu'il y aura dans le pain, et donc d'avoir une meilleure digestibilité. Si on a une farine qui est bien, là, vous avez vu par Céliane, la farine de banane. Oui, alors ça on y vient juste après. Donc c'est du coup privilégier d'autres farines qui seront naturellement sans gluten. Alors parfois les gens me disent oui mais j'ai pris une farine de blé sans gluten. Ça reste un produit qui est raffiné. Si on prend des farines qui sont sans gluten, on favorise des farines qui sont naturellement sans gluten. Donc là je vous ai remis des exemples ici, mais effectivement il peut exister d'autres types de farines qui sont sans gluten et qui ne sont pas là. Donc le sarrasin, quinoa, ça on en a parlé, et on peut passer. Oui. J'ai vu qu'il y avait des pages sur l'avoine. Oui. Sur l'avoine, ouais, et du coup j'arrive pas à savoir. Si on a ou si on n'a pas. Oui. Et effectivement, donc on disait qu'il y en avait un petit peu. Là je disais qu'il n'y en avait pas finalement. Il peut y avoir des traces. Donc je pense que c'est plus dans le cadre de la maladie cœliaque où on fera vraiment attention. Après vous pouvez en consommer une quantité. La recommandation c'est 2 à 3 cuillères à soupe par prise. Donc à voir vous comment ça se passe pour vous. Un peu comme le petit épeautre. Exactement. Alors le petit épeautre et le seigle, il y en a. Mais vraiment un petit peu. Et pour les produits laitiers du coup, qu'est-ce que je fais? Alors, déjà, je peux commencer, si c'est trop inconcevable pour moi de ne plus en manger, il y en a qui adorent le fromage, on peut déjà commencer par réduire la consommation, c'est la première étape. Parfois, on se dit, non, c'est bon, demain je change tout, j'arrête tout. Quand on est encore dans l'ambivalence et qu'on ne voit pas encore les bénéfices à l'arrêt,
il vaut peut-être mieux diminuer tranquillement pour pouvoir observer des changements et se motiver à continuer, plutôt que d'arrêter radicalement. Après, si pour vous c'est ok d'arrêter radicalement, pas de souci. On peut également s'orienter vers des produits laitiers plutôt maigres, toujours bio bien évidemment, donc chèvre, brebis, plutôt que des produits laitiers de vache. Et on peut aussi également aller vers des substituts tels que les laits végétaux qui vont être enrichis en calcium. Alors attention à ça, ça reste aussi une industrie hein, où quand vous êtes dans le rayon du bio, vous avez plein de laits végétaux qui sont aussi bourrés de sucre. Donc du coup, il faut trouver le bon produit, sans sucre ajouté, enrichi en calcium, qui a une liste d'ingrédients avec le moins d'ingrédients possible. Bon courage, voilà. Oui. Une réflexion que j'ai, mais j'ai pas tout à fait la réponse, mais j'ai toute une réflexion cette année-là pour qu'est-ce que je pourrais mettre en place dans mon futur appartement, par exemple en septembre prochain quand je vais vraiment me poser parce que là je suis un peu nomade. Et par exemple sur le fait de fabriquer son propre lait végétal. Oui. Mais je me suis pas trop renseignée sur la question, mais par exemple être autonome dans ça pour savoir ce qu'il y a dedans finalement. Alors, encore une fois, le lait végétal va être intéressant que s'il est enrichi en calcium. Si vous le faites vous-même à la maison, il vaut mieux manger des amandes que de faire du lait d'amande, quoi. En termes de concentration, ça sera mieux. Oui. Petite question sur le lait de soja. Est-ce qu'il y a des phytohormones, des hormones des plantes, mais qui sont proches des hormones humaines? J'ai vu qu'il fallait faire attention à ne pas avoir d'excès, que ce soit en lait ou à... Ça, je te laisse oui, en fait, sur le soja, c'est vrai que c'est un phytoestrogène, mais il va être plutôt protecteur pour l'endométriose. En fait, on n'a pas mis de... Enfin, toujours pareil, hein, il faut que le soja il soit bien élevé, bien filtré, etc. Mais ça vient en fait agir sur les récepteurs et ça vient finalement au total diminuer l'hormone qui pose problème dans l'endométriose. Donc c'est pas un problème de prendre ça. Oui, c'est ça, il faut que ce soit un soja de qualité, il faut lire les étiquettes et la provenance. J'ai entendu dire qu'un verre de lait de soja est équivalent d'une pilule contraceptive en hormone, en progestérone. En oestrogène plutôt. Oui. Non. Daniel, dans le livre de Michel Donia, c'est ce qui est écrit, d'après ses recherches. Un verre de lait de soja est équivalent d'une pilule contraceptive. De toute façon, si vous avez un doute sur le soja, ne prenez pas de soja. Hein. Vous avez les laits d'amande qui sont aussi assez intéressants. Vous avez les laits d'avoine, vous avez les laits de riz. Et on peut les faire, effectivement, on peut les faire à la maison aussi. Justement, quelle est la différence entre ces laits végétaux et le lait de vache, ou lait de chèvre, ou le lait de brebis? Alors, déjà, le lait, c'est un produit qui est d'origine animale, normalement. Donc, on devrait plutôt parler de jus végétaux, pour tout ce qui va être boisson au riz, boisson à l'avoine, etc. Ça reste une boisson, en fait. C'est quelque chose qu'on va consommer, qui va être hydratant, mais qui n'a pas forcément d'apport intéressant, sauf lorsqu'il est enrichi en calcium, auquel cas il pourrait être une alternative aux produits laitiers, qui, eux, vont apporter du calcium. On va dire aussi qu'il y a beaucoup de colle dans le lait de vache. Bon, ça fait des colles dans l'organisme. Ça fait des colles, et c'est ça qui fait qu'il y a après des problèmes au niveau des intestins et tout ce qui s'ensuit. Des colles. Oui. Oui, la caséine, oui. Ouais. Est-ce que c'est pareil pour les laits végétaux? Non, ben, c'est pas animal du coup. Hein. Ok. Alors, le lait végétal va avoir... Il faut l'aborder sous deux angles. Soit j'adore boire du lait animal, enfin du lait de vache par exemple, mais je décide de m'en priver par rapport à mon endométriose et du coup il me faut une boisson de substitution, auquel cas je peux prendre effectivement un jus végétal, d'accord, pour le remplacer, donc au niveau du goût et de ce que je vais manger. Le mieux c'est de prendre cette boisson végétale avec du calcium, donc enrichi en calcium, pour que ça puisse être vraiment un équivalent de ce produit-là. Si on mange beaucoup de fruits, légumes, le calcium est présent. Hein. Donc, de l'amande. Le fruit à pain, par exemple, est beaucoup plus riche que le lait en calcium. Le fruit à pain est 10 fois plus riche que le lait en calcium. Le problème que vous allez avoir, alors c'est très bien effectivement, donc dans les breads par exemple, dans les légumes plutôt verts, dans les amandes, effectivement vous allez avoir du calcium. Le problème que vous allez avoir dans les végétaux, en fait, ça va être l'acide phytique qui parfois va empêcher de capter, de bien absorber ce calcium. Donc il faudra en manger quand même en grande quantité. Et il y aura aussi la possibilité, regardez, je vous ai remis là, de pouvoir consommer par exemple des eaux qui sont riches en calcium, donc comme l'eau Épar ou l'eau Courmayeur, qui ont la même absorption du calcium que le calcium laitier.
Et donc pareil quand c'est un lait végétal qui est enrichi en calcium. Et aussi du coup de la sardine par exemple, de consommer la sardine entière avec l'arête, d'en prendre 2 fois dans la semaine. Là ça vous permet aussi de vous apporter du calcium en quantité adaptée. Vous avez préconisé du thé vert, je crois. Il n'y a pas de problème avec le fer et le thé vert? Ou le thé? Si, l'absorption. Oui. Il y a de la caféine aussi dedans. Oui. Alors on peut le prendre déthéiné, mais voilà. Le procédé, Je suis sûre que les tisaneurs vont proposer des le alternatives. procédé voilà, pour la déthéinisation. Ça va être intéressant. C'est pour ça que tout à l'heure je disais boisson antioxydante. J'ai cité le thé, mais je sais que vous en parlerez après sans problème. Et du coup pour finir, et le gras laitier finalement, par quoi est-ce qu'on peut le remplacer? Je le disais tout à l'heure, par des purées d'oléagineux, par de l'avocat, par de la crème de riz par exemple, du beurre de cacahuète, la purée d'amande. Ça on peut le faire maison, sans problème. Oui. Mais plus de 30 ans, je ne prends aucun produit laitier et je n'ai pas de problème de calcium. Mais je mange des sardines, je prends des cacahuètes, je prends pas de viande. En fait, ne pas manger de produits laitiers, ce n'est pas un problème si on fait attention à son statut en calcium et qu'on en apporte suffisamment dans l'alimentation. Il n'y a pas de problème du tout à le mettre de côté. Question? J'étais à côté, du coup je sais pas, peut-être que vous en avez parlé, mais qu'est-ce que vous pensez du fructose en grande quantité, du coup, par rapport au foie? Du coup j'ai vu aussi pas mal d'avis contrastés, contradictoires. En fait, tous les sucres fructose, le problème c'est que ça fait monter l'insuline. On a quand même une glande qui est formidable dans le ventre qui s'appelle le pancréas qui va venir sécréter l'insuline quand on a le sucre qui monte. Et que ce soit du fructose, du miel, je les mets pas tous sur le même plan, bien sûr ils ont des qualités différentes, mais ça fait monter l'insuline. Et l'insuline trop haute c'est inflammatoire. Donc c'est pour ça que... Vraiment, il y avait beaucoup de la mode, entre guillemets, du crudivorisme, du coup, c'était... ça vantait le mérite du cru et des fruits limités, etc. Et du coup, Oui, les fruits, que ce soit dans le diabète, que ce soit dans le cancer, que ce soit dans l'endométriose, on va quand même compter parce que certains fruits sont très sucrés et si vous mangez un kilo de litchi, forcément l'insuline elle monte et vous devenez inflammatoire. Alors qu'en fait, on vous dit que c'est qu'il faut en manger. Donc il faut comprendre en fait. C'est mauvais. Les édulcorants, on oublie. En fait, ce qui reste important quand même de comprendre, c'est que pour pouvoir apporter à son corps tout ce dont il a besoin pour bien fonctionner, ça reste de manger varié. Donc de manger varié et d'avoir un petit peu de tout dans son assiette et effectivement tout de bonne qualité de préférence. Oui. Et les sardines, est-ce que vous avez une préférence la marque? Est-ce que vous mangez une marque? En fin de compte, nous ici, nous mangeons une marque en particulier, et c'est tout dans la même marque depuis toutes les générations. Oui. Et est-ce que cette marque-là elle est bonne? Oui. Ouais, nickel. Parfait. De toute façon, les poissons en boîte bio, à part l'huile, le poisson n'est pas bio. Du coup, il y a quand même un truc marketing aussi autour de ça. Ça vaut 3 fois plus cher. Et, des fois, il y a juste le zeste de citron, c'est naturel. Il y a juste le zeste de citron. C'est une sardine, C'est du marketing vert. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du jeûne? Puisque c'est à mon sens, avec expérience anti-inflammatoire. Et aussi c'est l'occasion de refaire son microbiote et de repartir un petit peu sur des bonnes bases en ayant une alimentation sélectionnée, on va dire, après. Alors, moi je vais donner ce que je dis aux patients, puis je laisserai Marjorie après compléter s'il y a des choses, si tu veux rajouter des choses. Il y a plusieurs choses à comprendre. Quand les personnes arrivent et me disent, voilà, moi je voudrais tester le jeûne, parce que j'ai entendu dire effectivement que ça me permettrait de détoxifier ou de mettre mon intestin en repos. Déjà, c'est qu'est-ce que vous mangiez auparavant? Effectivement, si jamais auparavant je mange des choses qui sont très industrielles et que j'arrête de manger, oui, je vais ressentir un mieux-être parce que je saturais mon organisme de choses dont il n'avait pas besoin, qui n'étaient pas forcément faciles à éliminer, et du coup, oui, je peux ressentir un mieux-être. De manière globale, quand les personnes me parlent de jeûne, alors moi j'entends jeûne intermittent, j'entends pas jeûne où pendant des jours et des jours je mange pas, ça je ne parle pas de ça.
Quand on me parle de jeûne intermittent, en fait, ça va dépendre pour moi des habitudes de vie de la personne, de son pourquoi est-ce qu'elle veut le mettre en place. Et ensuite, ça va nécessiter quand même un accompagnement parce que quand on passe de 3 à 4 repas par jour à finalement 2 repas par jour, et ben ça nous demande d'être d'autant plus rigoureux sur ce qu'on met dans son assiette, sur la qualité de ce qu'on va mettre dans son assiette pour pouvoir couvrir tous ces apports. Donc ça a besoin d'être accompagné, d'être compté, mesuré, et pour que ça puisse du coup couvrir les apports de la personne et qu'elle puisse être en bonne santé. Parce que souvent ce qui se passe, c'est que les personnes vont avoir tendance à manger moins au départ, puisque finalement on se retrouve à faire moins de repas. Après, sur le long terme, on se sent mieux du coup parce que forcément on mange des meilleures choses. Et puis à un moment donné, on ressent quand même le petit contre-coup de la fatigue puisque on s'est moins nourri pendant quand même quelques mois. Et après, ça tourne aussi parfois. Alors là, je fais vraiment le stéréotype de maintenant que je mange plus de 2 fois par jour, quand je suis invitée ou quand c'est mon repas du soir, je mange ce que j'ai envie, ce dont j'ai envie, et je me lâche. Et donc finalement là, je trouve qu'on arrive quand même à une certaine petite déviance et ça ne fonctionne plus. Donc ça peut fonctionner pour moi sur le côté alimentaire si jamais on fait bien attention à ce qu'on met dans l'assiette et qu'on est très rigoureux, mais il faut que ça soit accompagné. Voilà. En fait, sur le jeûne, à partir du moment où vous laissez 13 heures entre les repas centrés sur la nuit, c'est-à-dire si vous mangez le soir à 19 heures et que le lendemain vous allez prendre le petit déjeuner à 8 heures le matin, vous faites un jeûne, c'est-à-dire que votre organisme il va se réparer beaucoup plus que si vous mangez tard et que vous mangez surtout de la viande. Parce que la viande, elle est très intoxiquée quand même, il y a beaucoup d'Escherichia coli dans le poulet, etc. Et donc du coup, l'organisme il rame pour détoxifier et donc il ne fait pas les réparations. Donc c'est vrai que le meilleur jeûne, c'est de laisser 13 heures entre les repas. Après, c'est vrai qu'il y a des jeûnes qui durent plus longtemps, il faut être vraiment, se soit encadré. Il peut y avoir une meilleure système immunitaire, mais comme on est tous différents, il faut vraiment faut faire attention. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être mieux, mais après, il y a des gens qui vont avoir une meilleure immunité, et puis après, ça va dégringoler, et là, ils vont faire des poussées d'herpès ou des poussées de zona. Alors on dit ça détoxifie, oui d'accord, mais ça vous fatigue surtout. Hein. Donc il faut vraiment être dans le juste milieu. Hein. Et accompagner les jeunes. En fait, un jeûne vraiment simple, c'est les 13 heures de nocturne. Ouais. Et finalement, ça revient pas forcément à dire de faire un jeûne, mais juste manger plus tôt en fait. Manger plus tôt. Comme je suppose, on va me dire, ça se faisait avant, ou on mangeait avant qu'il fasse nuit, etc. etc. Donc, ouais. Moi, j'ai terminé ma partie. Est-ce qu'il y a d'autres questions en lien avec l'alimentation ? Oui. La sardine, il vaudrait mieux consommer telle qu'elle nature ou comme on fait si bien dans la sauce. Sans cuisson, moi je dirais que c'est mieux. Mais après, on peut faire avec gros piment, tomates aussi. Hein. Et pourquoi le café? Vous m'avez dit tout à l'heure que le café augmentait les oestrogènes. Je ne sais plus si c'est madame ou mademoiselle. Comment ça se fait? Le café, en fait, il y a la caféine. La caféine, c'est quand même un toxique. Enfin, c'est une protéine très complexe et qui vient travailler sur le foie. Donc, compliqué à éliminer par le foie. Et c'est pas sa complexité, en fait. Hein, que ce soit le gluten, la caséine, la caféine, on est sur des protéines très, très complexes. Donc, le foie, il rame. Hein. Il rame pour ça. Donc on peut prendre un petit café pour se faire plaisir. Hein. C'est pas qu'il faut tout enlever. Encore une fois, on est dans le juste milieu. Un petit café pour se faire plaisir. Et après, on boit des boissons antioxydantes. On voit beaucoup de personnes qui sont accros au coca. Et j'ai remarqué que beaucoup de personnes qui viennent vers nous pour les tisanes ou pour l'endométriose boivent du coca. Ah oui, c'est l'alimentation ultra transformée, c'est sucré, et donc effectivement, on est vraiment dans la boisson typique. Alors pareil, on va leur dire, prenez-en si vous avez une fête, mais certainement pas au quotidien, ni de façon hebdomadaire. Hein, donc voilà, c'est des choses où il faut faire vraiment attention ce qu'on donne à boire aux enfants et à notre famille. Question encore. Je n'ai pas bien entendu. Donc vous dites le café, si on peut s'en passer, il faut être... Ça contient de la caféine, donc à petite dose c'est bien, mais à forte dose, votre foie il est débordé.
il n'y arrive pas à filtrer en fait. Ça lui donne un travail supplémentaire. Il suffit que vous ayez un médicament pour la tension parce que vous pouvez pas vous empêcher, vous pouvez pas arrêter le médicament pour la tension. Et ben vous avez ce médicament-là, vous avez plus le café, plus les perturbateurs endocriniens, et donc là le foie il dit au secours quoi. Hein. Donc il faut l'aider. Comment? Par jour, mais léger, c'est... Vous en prenez un petit pour le plaisir, vous faites une dégustation en pleine conscience et après, une fois que vous avez bien tourné dans la bouche, vous prenez autre chose. Pas une solution pour le café. Enfin, le remède miracle pour remplacer le café. Non, non, pas remède du miracle, Vania, il ne faut pas parler de miracle. Là. La nature fait toujours des miracles, mais moi, François, il ne fait pas de miracle. Il n'y a pas de remède miracle non plus. Donc, toi, si tu as expérimenté quelque chose, tu le dis, et les gens ils seront contents d'entendre ton expérience. Alors, pour remplacer le café, prenez du cakéliba. Le cakéliba, une plante qu'on va peut-être laisser finir, et puis on va parler plantes avec les tisaneurs. On a 2 tisaneurs encore là qui vont se mettre à la table, et on va parler de ça. On vous laisse le micro, et moi je vous dis merci, je suis désolée, je dois filer, je ne peux pas rester avec vous. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Sac mi fan côté où va repousse plus joli.